Que feriez-vous si un enfant de 9 ans, portant des bottes recouvertes de rubans adhésifs, prétendait pouvoir guérir votre fille? Et s'il avait raison? Ce matin-là, à Birmingham, en Alabama, il faisait froid. Pas assez pour qu'il neige, mais le genre de froid qui coupe le souffle et pique le bout des doigts. Les gens entraient et sortaient en vitesse du centre médical pour enfants de la 7e avenue, emmitouflés dans leurs écharpes, serrant des tasses à café, se déplaçant comme s'ils pouvaient échapper à ce qui les avait menés là. Mais une personne ne bougeait pas. Il était assis sur une boîte en carton aplati, près des portes tournantes, dessinant tranquillement dans un carnet usé par les intempéries. Il s'appelait Ezekiel Eck Carter, et il avait seulement 9 ans. Son manteau était trop grand, les manches retroussées, et l'une de ses bottes était rafistolée avec du ruban adhésif. Un bonnet rouge en tricot reposait bas sur son front, couvrant à peine ses oreilles. Il ne mendiait pas, ne demandait rien, il restait simplement assis là, observant les passants. Il était là presque tous les samedis. Au début, certains membres du personnel de l'hôpital avaient tenté de le faire partir, mais avec le temps, ils avaient abandonné. Zek ne causait pas de problème. Il souriait quand on lui parlait, et quand il ne dessinait pas, il regardait. Toujours en train de regarder. La plupart pensaient qu'il avait un parent à l'intérieur, peut-être un frère ou une sœur, et qu'il attendait simplement son tour. Personne ne posait beaucoup de questions. Pas dans un endroit comme celui-là. De l'autre côté de la rue, un Range Rover gris foncé tournait au ralenti près d'une bouche d'incendie. Le moteur restait allumé, mais le conducteur ne bougeait pas. À l'intérieur, Jonathan Reeves, la quarantaine, mâchoire saillante, tempes grisonnantes, était assis. Sa cravate était lâche, son col froissé. Il avait de l'argent, on le voyait à la façon dont sa voiture brillait, même sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, mais il ressemblait à un homme en panne d'essence. Sur la banquette arrière, sa fille de 6 ans, Isa, était installée dans un siège d'appoint, ses boucles brunes repliées derrière une oreille, les jambes repliées sous une couverture rose. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne disait rien. L'accident avait tout changé. Quelques jours plus tôt, elle grimpait aux arbres, courait avec ses cousins dans le jardin. Et maintenant, elle était paralysée de la taille aux pieds, assise en silence. Jonathan ouvrit la porte arrière, la souleva doucement et la porta jusqu'à l'entrée. Il ne remarqua pas tout de suite Zek, la plupart des gens ne le remarquaient pas, mais Zek le vit. Il vit la façon dont Jonathan la tenait, comme si elle allait se briser, la façon dont ses yeux restaient fixés sur le ciel, fuyant le bâtiment. Zek le fixa plus longtemps que d'habitude, puis, juste avant qu'il ne passe devant lui, il se leva et cria « Monsieur, je peux faire marcher à nouveau votre fille. » Jonathan s'arrêta à mi-chemin. Non pas parce qu'il était choqué ou offensé, mais à cause de la façon dont les mots avaient été prononcés. Ce n'était pas une plaisanterie, ni une tentative de vente, c'était doux, clair, et dit avec une sincérité totale, comme s'il y croyait vraiment. Jonathan se retourna, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Zek ne bougea pas. Il s'avança, glissant son carnet sous son bras. J'ai dit, je peux l'aider à marcher à nouveau. Jonathan le fixa, resserrant ses bras autour d'Isa. Ce n'est pas drôle, gamin. Je ne plaisantais pas. La voix de Zek ne tremblait pas. Il n'y avait pas de sourire, seulement ce calme étrange, presque adulte, dans le corps d'un enfant. Jonathan baissa les yeux sur les vêtements usés du garçon, sa botte scotchée, les verres fissurés d'une paire de lunettes accrochées à son col. Ça devait être une blague, une coïncidence, peut-être même une arnaque. Il tourna les talons et entra sans un mot de plus. Mais à l'intérieur, il ne pouvait s'empêcher d'y penser. À la façon dont Zek l'avait dit, pas avec espoir, ni doute, mais comme un fait. Les mots tournaient dans sa tête comme une démangeaison. Je peux faire marcher à nouveau votre fille. Pendant les heures suivantes, Jonathan assista au rendez-vous d'Isa, écoutant les mises à jour des thérapeutes, des neurologues, des spécialistes. Tous utilisaient les mêmes expressions qu'ils connaissaient par cœur. Gérer les attentes, long chemin à parcourir, les miracles prennent du temps. Mais les mots de Zek continuaient de le hanter. En début d'après-midi, il sortit avec Isa. Le soleil avait percé les nuages, mais le froid persistait. En marchant vers la voiture, tenant Isa contre lui, il aperçut de nouveau Zek, toujours là. Même boîte, même carnet. Mais cette fois, Zek le regardait droit dans les yeux, comme s'il avait su qu'il reviendrait. Jonathan hésita. Il jeta un coup d'œil à Isa, qui reposait sa tête contre son épaule, les yeux fermés. Son corps semblait trop léger pour une enfant de son âge.
Il se retourna. « Encore toi, dit-il en s'approchant. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu trouves ça drôle? » Zek secoua lentement la tête. « Non, monsieur. Tu ne la connais même pas. » Jonathan craqua. Il posa Isa sur le siège arrière. « Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Je n'ai pas besoin de la connaître pour l'aider. » Jonathan se redressa. « T'as quoi, 9 ans? » « Presque 10, exactement. Tu es un gamin assis devant un hôpital avec du ruban adhésif sur tes chaussures. Qu'est-ce que tu pourrais bien savoir sur la façon d'aider ma fille? » Zek baissa les yeux, traçant le bord de son carnet avec ses doigts. « Ma mère aidait les gens à remarcher, » dit-il doucement. « Elle était kinésithérapeute. Elle m'a appris des choses. Elle disait que le corps se souvenait, même quand il oubliait un moment. » Jonathan le regarda, le scepticisme grandissant. « Et alors? Tu l'as regardé faire des étirements et maintenant tu te prends pour un médecin? Je l'ai vu aider un homme à marcher après être resté assis sur une chaise pendant 5 ans, répondit Zek, les yeux levés. Elle n'avait ni machine, ni infirmière, juste ses mains, sa patience et sa foi. Jonathan ouvrit la bouche, puis la referma. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Une infirmière salua Ek d'un petit signe de la main. Un concierge hocha la tête vers le garçon. Ils semblaient tous le connaître. « Je ne te donnerai pas d'argent, » dit Jonathan. « Je n'en ai pas demandé. »« Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Zek inspira profondément. « Juste 1 heure. Je te montre. » Jonathan regarda Isa, qui avait ouvert les yeux et les observait tous les deux en silence. Il soupira, se frotta l'arête du nez. « Je devrais partir. » Zek ne bougea pas. « Je devrais appeler la sécurité, » pensa Jonathan. Mais le garçon restait là, calme. Jonathan finit par céder. « Très bien. Tu veux perdre ton temps, gamin? Rejoins-nous à Harrington Park demain, à midi. Ne sois pas en retard. » Zek hocha la tête. « Je serai là. » Jonathan remonta dans le SUV, démarra sans se retourner. Mais dans le rétroviseur, Ek était toujours là, les mains à ses côtés, le visage impassible. De retour à la maison, après le dîner, Jonathan s'installa dans son bureau. Des papiers étaient éparpillés partout, mais aucun ne faisait sens. Il pensait à Zek, à la façon dont il se tenait, comme s'il savait quelque chose. Isa passa la tête par la porte. « Papa ?» demanda-t-elle. « Oui, bébé. » « C'était qui, ce garçon ?» Jonathan hésita. « Juste quelqu'un qu'on a croisé à l'hôpital. ChatGPT a dit. » « Il avait l'air d'y croire, » dit-elle. « Croyez quoi? »« Que je pourrais marcher. » Il la regarda, bouche entr'ouverte. Elle sourit à peine, passant les doigts sur l'accoudoir de son fauteuil roulant comme s'il s'agissait de jambes. Jonathan ne souriait pas. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui s'éveillait. C'était dangereux, c'était l'espoir. Harrington Park était un lieu que la plupart des gens traversaient sans y prêter attention. Un terrain de basket fissuré, quelques balançoires aux chaînes grinçantes et une parcelle d'herbe qui tentait d'être un terrain de football. Le dimanche, il était généralement désert, surtout vers midi. Mais ce jour-là, Ek était déjà là, assis sur le banc le plus proche du grand chêne. Il portait la même veste trop grande, mais son carnet était rangé. À ses pieds, un petit sac de sport et sur le banc, une serviette pliée. À 12h07, le SUV de Jonathan s'arrêta. Au début, il ne dit rien, sortit Isa doucement, l'installa dans son fauteuil roulant et la conduisit vers Zek, sans établir de contact visuel, les bras croisés comme s'il regrettait déjà d'être là. Zek se leva quand ils arrivèrent. « Salut encore, » dit-il poliment. Jonathan fit un signe de tête raide. Isla agita timidement la main. Zek lui sourit. « Salut, Isa. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent légèrement. « Salut, » répondit-elle. Jonathan haussa un sourcil. « Comment connais-tu son nom ?»« Tu l'as dit hier, » répondit Zek. « Je me souviens de certaines choses. » Jonathan ne répondit pas. Il se contenta de faire un geste vers la serviette. « Et maintenant, un tour de tapis magique ?» Zek ignora la pique. « Non, monsieur. Juste les bases. » Il ouvrit son sac et en sortit une paire de chaussettes, une balle de tennis,
un petit pot de beurre de cacao et un récipient en plastique contenant ce qui ressemblait à du riz chaud enveloppé dans un tissu. Jonathan plissa les yeux. « C'est quoi, tout ce truc? Ma mère utilisait ça ?» Zach répondit calmement, « Le riz, c'est pour réchauffer. Ça aide à détendre les muscles tendus. La balle sert à créer des points de pression. » Jonathan croisa de nouveau les bras. Zach se tourna vers Isla. « Si tu es d'accord, puis-je travailler un peu avec tes jambes? Rien ne fera mal, je te le promets. Et si quelque chose te semble bizarre, tu dis juste stop, d'accord ?» Isa leva les yeux vers son père. Il soupira. « Tu peux essayer. Sois juste prudent. » Zach s'agenouilla à côté de sa chaise, déballa délicatement la couverture qui recouvrait ses jambes et posa le sachet de riz chaud sur ses cuisses. Isa tressaillit légèrement. « Trop chaud ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Ça fait du bien. » Zach hocha la tête et attendit quelques minutes, puis commença à bouger doucement ses jambes, sans tirer ni forcer, juste de petites rotations. Jonathan observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Mais rien ne clochait. « Tu as déjà fait ça avant ?» demanda-t-il, méfiant. Zach ne leva même pas les yeux. « Ma mère m'emmenait dans des refuges après l'école. Elle aidait les vétérans, les gens qui n'avaient pas les moyens de suivre une thérapie. Elle disait, tout le monde mérite de se sentir à nouveau humain. » Je portais son sac. Jonathan haussa un sourcil. « Et elle t'a appris tout ça? » « Ouais. Elle disait que le corps n'a pas toujours besoin de luxe, juste d'attention. » Il tapota légèrement le genou d'Isla. « Tu sens ça? » « Non, » murmura-t-elle. Zach hocha de nouveau la tête, imperturbable. « C'est bon. Je continuerai à demander. » Il lui parla sans cesse pendant qu'il travaillait, lui demandant ses couleurs préférées, ses plats favoris, ses émissions préférées. Au début, Isa répondait à peine. Puis, peu à peu, elle commença à lui poser des questions. « Tu habites dans le coin? »« Un peu. »« Tu vas à l'école? » ?»« J'y allais. »« Pourquoi plus maintenant ?» Zach hésita. « Ma mère est tombée malade, puis elle est morte. Depuis, j'essaie de comprendre les choses. » Isa baissa les yeux. « Je suis désolé. » Zach lui adressa un petit sourire. « Merci. » La posture de Jonathan s'adoucit, mais il ne dit rien. Au bout de 30 minutes, Zach tapota doucement la cheville d'Isla. « Tu ressens ça? » Isa cligna des yeux. « Un peu comme de la pression. » Zach leva les yeux vers Jonathan. « C'est bien. » Jonathan plissa les yeux. Elle le dit parfois, pendant ses séances régulières. « Ouais, » répondit Zach. « Mais ces séances se passent dans une salle pleine de machines. Parfois, les enfants ont peur des machines. Ils se figent. Ici. » Il désigna le parc ouvert. Il y a de l'air, des arbres. C'est différent. Jonathan ne répondit pas, mais il écoutait. Zach aida Isla à étirer ses jambes, puis lui montra quelques exercices simples à faire avec ses orteils. Elle essaya, concentrée. Rien d'évident ne se produisit, mais elle ne semblait pas découragée. « Je te le montrerai à nouveau la semaine prochaine, » dit Zach en se relevant. « Ça prend du temps, mais tes muscles, » dit-il en pointant ses cuisses, « ils se souviennent. Il faut juste leur rappeler. » Isa sourit plus largement. « D'accord. » Jonathan s'éclaircit la gorge. « On ne promet rien, » dit-il rapidement. Zach hocha la tête. « Moi non plus. J'essaie, c'est tout. » Jonathan le fixa longuement, puis, sans un mot, sortit un billet plié de la poche de son manteau et le lui tendit. Zach recula. « Non, monsieur. Je ne veux pas de votre argent. » Jonathan parut surpris. « Alors pourquoi fais-tu ça? » Zach haussa les épaules. « Parce que votre fille souriait. » Jonathan baissa les yeux vers Isla. Elle souriait toujours. Mais il ne comprenait pas comment un gamin qui avait tout perdu pouvait offrir autant à une fille qu'il connaissait à peine. Le dimanche suivant, il faisait plus chaud, mais Zach portait encore sa veste. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle lui donnait l'impression que sa mère était proche. Elle appelait ça le manteau de son assistante. Elle disait que tout bon guérisseur avait besoin de quelque chose qui lui rappelle pourquoi il fait ce qu'il fait. À 11h45, il était déjà à Harrington Park, serviettes dépliées, provisions prêtes, bouteille d'eau posée à côté.
Des enfants jouaient au basket, un chien aboyait au loin. À midi pile, le SUV de Jonathan arriva. Isla souriait déjà, avant même que la voiture ne s'arrête. Zek lui fit un signe de la main. « Salut, Isa. »« Salut, » gazouilla-t-elle, ses boucles rebondissant pendant que Jonathan l'aidait à s'installer dans son fauteuil. Il avait l'air fatigué, mais différemment cette fois, moins fermé. Il fit un petit signe de tête à Zek, sans un mot. C'était plus que la semaine précédente. Zek s'installa comme d'habitude. Même sac. Même chaleur, mais quelque chose avait changé. Isa essayait maintenant. « Peux-tu appuyer ton talon sur le sol ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux, concentrée. Rien ne se passa. « Ça va ?» dit-il. Parfois, la tête met du temps à trouver le bon chemin. C'est comme traverser une foule. Il faut se frayer un chemin. Jonathan se tenait derrière eux, bras croisés, mais cette fois pour se tenir chaud, pas pour se protéger. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-il soudain. Zek leva les yeux. « Parce que je me souviens de ce que je ressentais quand ma mère aidait les gens. Elle leur faisait sentir qu'ils comptaient. Je veux faire ça aussi. » Jonathan hocha lentement la tête. « Tu as déjà pensé à faire autre chose ?»« Parfois, » répondit Zek, « mais ça me semble juste. » Jonathan regarda Isla. Elle tapait à peine du pied, mais ça bougeait. Pour la première fois, il se tut. Il se contenta d'observer. Les week-ends suivants, ils continuèrent. Même heure, même endroit. Zek montra à Isla comment utiliser des élastiques pour renforcer ses chevilles. Il fit rouler des balles de tennis sous ses pieds pour stimuler sa mémoire corporelle. Il montra à Jonathan comment masser les points de pression derrière les genoux, expliquant que chaque nerf, même silencieux, avait un rôle à jouer. Puis vint le mauvais jour. Le 4e dimanche. Zek arriva comme d'habitude, mais Isa ne souriait pas. Ses yeux étaient rouges, Jonathan semblait furieux. « Elle ne veut pas aujourd'hui, » dit-il sèchement en l'installant dans son fauteuil. Isa refusait de les regarder. Zek s'approcha doucement. « Que s'est-il passé ?» Isa croisa les bras. « J'ai essayé de bouger les jambes ce matin. Rien. J'en ai marre. C'est inutile. » Jonathan détourna le regard, la mâchoire serrée. Zek hocha la tête, s'agenouilla à nouveau près d'elle. « Tu crois que je ne me fatigue jamais ? Tu crois que je n'ai pas pleuré, assis dans un refuge, pendant que ma mère mourait et que... » Jonathan lui lança un regard noir. « Je ne me suis pas étiré depuis la fac. » Ils rirent. Même Isla. Au bout d'une vingtaine de minutes, Ek se pencha en avant. « Bon, Isa, essayons quelque chose de différent. » Il déplia une ceinture de son sac et la plaça sous ses genoux, montrant à Jonathan comment tenir chaque extrémité. Elle va essayer de lever les 2 genoux, juste un peu. Aidez-la à garder l'équilibre. Elle contrôle le mouvement. Jonathan cligna des yeux. « Tu es sûr ?» Zek hocha la tête. « Elle est prête. » Ils lui donnèrent quelques secondes. Son front se fronça, ses yeux se plissèrent. Elle grogna doucement, puis ses genoux se soulevèrent légèrement, à peine d'1 pouce, mais ils se soulevèrent. Jonathan la regarda, stupéfait. « Tu as fait ça ?» Elle sourit. « Je l'ai fait. » Il déglutit difficilement. « Tu l'as vraiment fait. » Zek hocha lentement la tête, les yeux rivés sur la ceinture. « Tu vois, le corps se souvient. Il faut juste être assez patient pour le laisser parler. » Jonathan le regarda. « Tu es vraiment extraordinaire, gamin. » Zek ne répondit pas, il commença juste à guider doucement Isla pour la prochaine étape. Après la séance, tandis qu'ils rangeaient leurs affaires, Jonathan s'accroupit à côté de Zek. « Où vas-tu après ça ?» Zek haussa les épaules. Jonathan baissa la voix. « Tu as un endroit où dormir ?» Zek hésita, puis dit « Parfois. » Jonathan expira lentement en se frottant la nuque. « Tu as déjà pensé à venir passer un moment avec nous ?» Zek écarquilla les yeux. « Sérieux ? J'ai une chambre d'amis. Tu ne nous gênerais pas. » Zek baissa les yeux vers ses mains. « Tu es sûr que tes voisins ne s'en soucieraient pas d'un enfant comme moi ?» Jonathan eut un petit rire. « Bon sang, après ce que tu as fait pour ma fille, il ferait mieux de ne rien dire. » Zek ne répondit pas tout de suite,
mais Jonathan pouvait voir les roues tourner. Le lendemain matin, Ek se tenait devant la maison de Jonathan, son sac à dos en bandoulière, une couverture enroulée sous son bras. Jonathan ouvrit la porte, en pantalon de survêtement et une tasse de café à la main. « Juste à temps, » dit-il. Isa courut vers le couloir d'entrée. « Zeke, sourit-elle. »« Et, superstar. » Jonathan s'écarta. « Bienvenue à la maison. » Les jours qui suivirent furent calmes mais significatifs. Zeke avait sa propre chambre, un lit moelleux, des draps propres et un petit bureau. Il ne parlait pas beaucoup, mais il ne manquait jamais une séance d'étirements matinaux avec Isa. Elle bougeait maintenant ses 2 pieds, elle ne marchait pas encore, mais les roues tournaient. Son cerveau se tournait vers ses jambes comme s'il se souvenait de la connexion. Une nuit, alors que Jonathan faisait la vaisselle, il s'arrêta et s'appuya sur le comptoir. « Zeke, dit-il par-dessus son épaule, as-tu déjà pensé à retourner à l'école » Zeke, qui dessinait à la table de la cuisine, levait parfois les yeux. Jonathan hocha la tête. « Tu es intelligent. Tu pourrais aller loin. » Zeke pencha la tête. « Je veux aider les gens à marcher à nouveau, comme ma mère l'a fait. » Jonathan se tourna vers lui. « Alors voyons comment Y amener. » Zeke fit un petit sourire. « D'accord. » Ils ne dirent pas grand-chose de plus cette nuit-là, ils n'en avaient pas besoin. Mais pour la première fois depuis des années, la maison des Reeves n'était pas pleine de silence. Elle était remplie de petits bruits qui signifiaient la vie, des pas, des rires, des gribouillis et la guérison. Tout avait commencé avec une infirmière du centre médical pour enfants qui promenait son chien dans le parc Harrington un dimanche matin et repéra un visage familier, Isla. Elle ne l'avait pas vu en dehors de son fauteuil roulant depuis des mois, et encore moins sourire, lever les genoux ou bouger les orteils. À côté d'elle se tenait le même enfant silencieux qui avait l'habitude de s'asseoir devant les portes de l'hôpital chaque week-end. Elle ne les interrompit pas, elle regarda à distance pendant un moment, puis rentra chez elle et raconta l'histoire à sa sœur, qui travaillait dans les services aux patients. Quelques jours plus tard, un physiothérapeute de l'hôpital demanda à Jonathan « Et, quelqu'un m'a dit qu'Isa allait mieux, c'est vrai ?» Jonathan hocha la tête. « Ouais. Merci à quelqu'un que nous n'attendions pas. » La nouvelle se répandit rapidement. La prochaine fois qu'ils se présentèrent à Harrington Park, 2 autres familles attendaient sur le banc près du grand chêne. L'un avait un garçon qui utilisait un déambulateur, l'autre une fille qui se remettait d'un accident vasculaire cérébral. Les 2 parents avaient entendu parler d'eux. L'enfant qui avait aidé la fille Reeves à bouger à nouveau ses jambes. Zeke regarda Jonathan, qui le regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas obligé, » dit-il doucement. Zeke ajusta la sangle de son sac. « Je veux. » Il abandonna son temps habituel avec Isla ce jour-là pour travailler avec les 2 nouveaux enfants. Il montra à leurs parents comment utiliser les mêmes étirements avec des serviettes, comment réchauffer correctement les compresses de riz, comment encourager sans trop pousser. Et il parlait aux enfants, pas à leurs parents. « Tu n'es pas brisé, » disait-il à l'un d'eux. « Tu apprends simplement une autre façon d'être fort. » Isa observait tout depuis son fauteuil roulant, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne se plaignit pas une seule fois. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin du retour, elle dit « J'aime le regarder aider les gens. » Jonathan la regarda dans le rétroviseur. « Ouais, ça me donne l'impression de faire partie de quelque chose de bien. » Il sourit. Le week-end suivant, 5 familles se présentèrent. La semaine d'après, il était 11 heures. Un pasteur local apporta des chaises pliantes. Un restaurant voisin commença à proposer des bagels et du café. Quelqu'un imprima des tracts sur lesquels on pouvait lire « Cours de mouvement libre, le dimanche midi, Harrington Park ». Ils ne mentionnèrent pas le nom de Zeke, mais tout le monde savait qui c'était. Un journaliste local arriva avec un appareil photo et un bloc-notes. Jonathan prit Zeke à part. « Ça te va ?» Zeke regarda les familles autour de lui, les enfants qui bougeaient, Akla qui riait avec une fillette sur un déambulateur. Il hocha la tête. « Tant que ce n'est pas de moi, c'est d'eux. » La journaliste écrivit son article, qui parut en 2e page du Birmingham Sunday Post sous le titre « Un enfant de 9 ans avec un don aide des dizaines de personnes à guérir dans un parc municipal ». Ils ne donnèrent pas son nom complet. Zeke leur demanda de ne pas le faire, mais les gens le découvrirent quand même. Un médecin local proposa de le conseiller,
une association à but non lucratif demanda si elle pouvait financer du matériel, quelqu'un d'autre proposa des cours particuliers gratuits. Pour la première fois depuis le décès de sa mère, les gens ne se contentaient pas de regarder Eck, ils le voyaient. Mais Eck ne s'est jamais vanté. Il étala quand même la serviette, chaque dimanche, utilisant toujours les mêmes bottes scotchées, prenant toujours des nouvelles d'Isla avant d'aider qui que ce soit. Mais maintenant, le parc, autrefois résonnant de silence et de corps endoloris, était devenu un lieu animé, et un garçon sans domicile était devenu le cœur de quelque chose de plus grand que lui. Cela faisait 9 dimanches à étendre ses serviettes sur l'herbe, à voir les genoux d'Isa se soulever, à partager de petites victoires avec des inconnus devenus une sorte de famille. Mais ce dimanche-là était différent. Zek le sentait avant même d'arriver au parc. L'air était plus chaud, les arbres se balançaient un peu plus lentement. Même Isa était plus silencieuse sur la banquette arrière, concentrée, presque comme si elle se préparait à quelque chose de grand. À leur arrivée, une petite foule s'était déjà formée. Rien de bruyant ni de tapac sans grave-l'œil, juste des familles installant des chaises pliantes, des thérapeutes agenouillés devant les enfants, des parents au regard plein d'espoir, et au milieu de tout cela, ce même banc usé sous le chêne. Zek ne dit rien au début, se contentant de déballer ses affaires. Il déploya son sac, déroula la serviette et lança un regard à Isla. « Prête ?» Elle hocha la tête, pas de sourire, juste ce regard sérieux, déterminé. Jonathan la fit rouler jusqu'au centre du tapis. Zek s'agenouilla devant elle. « Comme avant, » dit-il doucement. « On t'aide à te lever. Fais le reste. » Jonathan se plaça derrière elle et plaça ses mains sous ses bras. Zek lui prit les jambes et les guida doucement. « D'accord, » murmura Zek. « À 3. » Elle ferma les yeux. 1, 2, 3, leva Jonathan. Zek stabilisa ses genoux puis se leva. Ses jambes tremblaient, ses bras tremblaient, mais elle était debout. Le silence se fit. Des enfants haltèrent, une mère se plaqua une main sur la bouche. Isa ouvrit lentement les yeux et sourit. « Je suis debout. » Zek cligna des yeux pour cacher quelque chose dans ses yeux. « Oui, c'est toi. » Jonathan se figea une seconde, comme s'il ne pouvait pas respirer. Puis il la lâcha. Elle resta debout. Il recula, tremblant. Elle, dans les bras de son père. Il la surprit en train de rire, de pleurer, les mains tremblantes tandis qu'il la tenait. « Tu as réussi, » murmura-t-il. « Tu as vraiment réussi. » Isa se tourna vers Zek. « Tu avais dit que je le ferais. » Il lui adressa un petit sourire. « J'ai dit qu'on essaierait. » Cet après-midi-là, personne ne quitta le parc précipitamment. Les gens restèrent, parlèrent, s'embrassèrent, certains prièrent. Zek s'assit sur le banc et observa tout. Il ne dit pas grand-chose. Il ne le faisait jamais. Plus tard dans la soirée, Jonathan se tenait dans la cuisine pendant que Zek versait des céréales dans un bol. « Tu sais, tu as tout changé, » dit-il. Zek ne leva pas les yeux. « C'est moi qui l'ai fait. » Jonathan s'approcha et posa une main sur l'épaule du garçon. « Ma fille a marché aujourd'hui, et non pas à cause d'un hôpital, d'un médecin ou d'un médicament miracle. Elle a marché parce qu'un enfant sans ressources décidait de revenir encore et encore, même quand personne ne le lui demandait. » Zek hocha la tête. « C'est ce que ma mère aurait fait. » La gorge de Jonathan se serra. « J'aurais aimé qu'elle voie ça. » Elle l'a vu, dit Zek doucement. « Je crois qu'elle voit tout. » Jonathan s'essuya les yeux. « Zek, dit-il doucement, tu vas changer beaucoup de vies. » Zek leva les yeux vers lui. « Je le fais déjà. » Il y a des gens dans ce monde qui n'ont peut-être pas de diplôme prestigieux, de CV étincelant ou un passé parfait, mais ils portent quelque chose de bien plus précieux. Du cœur, du courage et une raison de continuer à être présent. Parfois, les personnes les plus brisées sont celles qui détiennent les outils pour aider les autres à guérir. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous, partagez-la. Et si vous connaissez un enfant comme Zek ou une fille comme Isa, dites-leur ceci, vous comptez. On a besoin de vous.